Merci de me convier à l'Hillery, comme vous l'avez dit, dont je suis un fidèle depuis presque 30 ans maintenant, je crois, et où j'ai vu passer quelques centaines d'étudiants. Donc c'est un plaisir pour moi de vous parler un peu d'un sujet d'actualité, hein, c'est les questions chinoises en 2020, avec un livre qui est sorti effectivement l'an dernier, mais qui, à mon avis, n'a pas pris beaucoup de rides. Et je vais vous le représenter brièvement, en un quart d'heure, 20 minutes, pour insister sur 3 points. Le premier point, je voudrais faire un rappel de ce qu'on appelle en Chine les 30 glorieuses. J'ai des trucs qui s'inscrivent sur mon écran, c'est pas normal. Ce qu'on appelle en Chine les 30 glorieuses, qui sont les années finalement de Deng Xiaoping, le successeur de Mao, qui a fait basculer la Chine du Moyen-Âge maoïste à l'ère moderne actuelle. Je rappelle ces 30 glorieuses parce qu'en 1979, quand Deng Xiaoping est arrivé au pouvoir, la situation était catastrophique. La Chine, pour 20% de la population mondiale à l'époque, produisait 1% du PIB mondial. La Chine était donc, au sortir de la révolution culturelle, dans une situation épouvantable. Et pour en sortir, Deng Xiaoping a pris un pari. Et c'est ce qu'il faut bien essayer de comprendre ce soir, parce que ça va avoir beaucoup d'importance en 2020. Il a pris un pari en 1979, plus exactement l'année suivante, lorsqu'il est allé aux États-Unis, et qu'il a vu comment fonctionnait une économie capitaliste. Et il s'est dit, il faut qu'on leur emprunte leur savoir-faire, leur méthode, sans perdre notre âme. Toute la problématique chinoise, elle est dans cette phrase. Donc, Deng Xiaoping a monté une stratégie absolument époustouflante, c'est le mot qui est, les résultats sont là, mais très risquée, parce que qu'est-ce qu'il a fait en quelque sorte? Il a invité les entreprises américaines à s'installer en Chine, dans les 5 zones franches qu'il a ouvertes sur les ports de la côte pacifique, en leur donnant les emplacements, les ports, la main-d'œuvre et la liberté d'action, en leur demandant d'apporter leurs capitaux et leurs technologies. Bien sûr, les entreprises américaines ont sauté sur l'occasion, qu'elles ont eu par là la possibilité d'accéder à un futur énorme marché et d'autre part de faire baisser leurs coûts de production de façon considérable. Ce deal était gagnant également pour la Chine, qui permettait de s'industrialiser finalement sur le dos des Américains, Japonais, Taïwanais, Coréens qui venaient s'installer chez elle, et a permis ainsi, de façon assez fulgurante, à raison de 15% de croissance par an pendant les premières années, d'installer le système de production chinois que nous connaissons aujourd'hui. Il faut savoir qu'il est donc fait à base d'entreprises étrangères dont la grande majorité sont américaines. Ça, c'est un point qu'il faut avoir dans la tête parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il pèse extrêmement lourd. Ce système a tellement bien marché pendant 30 ans que la production chinoise, qui était donc de 1% en 1980, est passée à 12% en 2008. Elle a permis, en retour, par les gains, les bénéfices que la République populaire de Chine a retirés de ce deal, elle a permis à la Chine de s'enrichir considérablement, d'amasser 3 000 milliards de dollars de réserves en devises et de construire des infrastructures que nous connaissons aujourd'hui, 100 000 km d'autoroutes, 30 000 km de voies de TGV, de 400 aéroports internationaux, j'en passe, et bien d'autres. Le deuxième élément de ce pari, c'est que le gain que Deng Xiaoping attendait de cela, c'est qu'avec une croissance à l'époque de 10 ou 12% par an, eh bien, qu'elle permettrait cette croissance à environ 25, 30, peut-être un peu plus, millions de Chinois chaque année de passer la barrière du sous-développement. Et les 30 glorieuses, c'est ça en réalité. C'est permettre à 800 millions de Chinois, en 2008, de passer du bon côté de la barrière. Certes,
sur 1,4 milliard, car c'est la démographie chinoise, il reste encore 600 millions de gens de côté il y a une dizaine d'années. C'est toujours à peu près le cas aujourd'hui, et c'est toujours le problème de la Chine. Voilà, je voulais rappeler en quelques minutes cette histoire des 30 Glorieuses, cette ascension vertigineuse, mais qui était fondée sur un deal, hein, comme aimerait le dire le président Trump, sur un deal entre les entreprises, grosso modo américaines, et le gouvernement chinois. Ce deal était donc, il va s'avérer dangereux, mais on en reparlera tout à l'heure. Le deuxième point que je voulais soulever, c'est 2008, le tournant de 2008. On n'a rien vu, nous, en 2008. On n'a rien vu parce qu'il y a eu les Jeux Olympiques. Et c'était le triomphe de la Chine. C'était le triomphe des 30 Glorieuses. Effectivement, les Chinois ont réussi des Jeux Olympiques assez exceptionnels. Et il faudrait noter quelque chose, c'est que le monsieur qui s'occupait des Jeux Olympiques, qui était chargé de l'organisation des Jeux Olympiques, c'était un certain Xi Jinping, dont nous allons reparler. Donc en 2008, la Chine est rentrée dans la cour des grands. Elle triomphe avec les Jeux Olympiques, mais il y a plusieurs mais. Le 1er mai, c'est que Xi Jinping, très profil bas, malgré sa haute stature, est arrivé au bureau politique dès 2007 déjà. Mais comme quelqu'un qui était ni réformiste, ni conservateur, quelqu'un qui était, comme la majorité des gens d'ailleurs du bureau politique à cette époque-là, qui était un peu noir et blanc à la fois. Mais quand on est au bureau politique en Chine, c'est pas comme quand on est secrétaire du parti dans une province. Au bureau politique, on a les dossiers. On vit à Zhongnanhai, hein, à la cité interdite, et on a les dossiers, on connaît les problèmes. Et c'est très important, Xi Jinping est vice-président en 2007. En 2008, la deuxième chose qui se passe, c'est la crise de la flamme olympique avant les Jeux, à Londres d'abord, à Paris ensuite, et puis les affaires du Tibet. Une crise au Tibet et une rencontre d'ailleurs à la fin de l'année entre le Dalai Lama et le président français, Nicolas Sarkozy, qui met un pavé dans la mare. Enfin, un certain nombre d'incidents dans l'année 2008 qui, comment dire, gênent un peu les relations diplomatiques de la Chine avec la France, à commencer par elle, et puis avec les Occidentaux en règle générale. Le troisième point, le 3e mai, c'est qu'un certain nombre de dirigeants chinois, dont Xi Jinping, commencent à se rendre compte que la tendance de l'économie chinoise et de la Chine en général dans la mondialisation est une tendance pro-occidentale. Pas libérale, non, il ne faut pas exagérer quand même, mais réformiste et pro-occidentale. Et que si la Chine ne fait rien, eh bien, elle va perdre son âme, effectivement. C'est-à-dire que sa culture va se dissoudre dans le soft power américain, que ses caractéristiques chinoises, comme on dit aujourd'hui, vont disparaître dans le grand melting pot mondial. Et ça, la mort de la Chine, un pays qui estime vivre depuis 5000 ans, il n'en est pas question. Le 4e point, qui fait beaucoup désordre dans les affaires, c'est la crise des subprimes et la crise financière qui va s'en suivre à partir des États-Unis. Là, les Chinois se rendent compte que le système auquel ils adhèrent et qu'ils ont rejoint presque 30 ans plus tôt est un système dangereux et un système peu fiable. Et donc, s'ils laissent faire, ils risquent de se laisser embarquer par la finance américaine dans un jeu effectivement dangereux où ils pourraient perdre plus que leur âme, ils pourraient perdre beaucoup de billes. Et ils se rendent compte en même temps que finalement, dans cette crise, la Chine n'a pas de voix au chapitre. Seules quelques puissances, bien sûr les États-Unis, quelques puissances occidentales européennes ont voix au chapitre, le Japon et le Canada, mais la Chine, au FMI, a quelques droits de tirage spéciaux, plutôt à la Banque mondiale, mais c'est négligeable. Leur voix à l'ONU est peu considérée, ils n'ont pas de poste de présidence dans
dans les filiales de l'ONU. Bref, la Chine n'est pas à sa place, hein. Elle n'est pas à sa place politiquement, compte tenu de son poids économique. Ça fait donc beaucoup de mai en 2008, qui arrivent tous en 2008, et qui décide donc, Xi Jinping, je ne suis pas dans sa tête, mais très probablement, à commencer à réfléchir à une autre façon de faire. Il va avoir 4 ans pour se préparer, pour préparer les dossiers, et pour préparer son arrivée au pouvoir, qui ne va pas être facile, parce qu'il va falloir véritablement faire un coup de force en 2012 pour déloger le fameux Bo Xilai, le prince rouge qui était secrétaire du parti à Chongqing, et qu'on a fait tomber dans un piège avec son épouse, son amant anglais, enfin tout un roman policier assez incroyable, qui est tombé dans un piège donc en mars 2012 et qui a permis de libérer le terrain, de dégager le terrain à Xi Jinping. Ce faisant, en dégageant le terrain, il a mis beaucoup de choses à nu, ce Bo Xilai, et notamment le clan qu'il soutenait. Et le clan qu'il soutenait, c'était le clan de l'ancien président Jiang Zemin, hein, les Shanghaiens. Et ce clan avait mis la main sur tout le système de sécurité chinois, par l'intermédiaire d'un type qui est très connu, qui s'appelle Zhao Yongqing, qui a été bien sûr évincé depuis. Et Zhao Yongqing, c'était l'ancien patron du pétrole, et c'était le patron de la sécurité d'État, et qui avait mis tout son réseau, y compris, ça vous intéressera peut-être pour plus tard, sur les laboratoires biologiques, et notamment celui de Wuhan, hein, qui sont sous la main de la sécurité d'État. Et donc, il a fallu déloger tout ce système, et donc on a pris une arme, à partir de 2012, qui s'appelait la loi anticorruption, qui n'était jamais qu'un masque de l'opéra chinois qu'on connaît bien, un masque pour faire dégager toute la bande de Jiang Zemin, la bande de Bo Xilai et la bande de Zhao Yongqing. C'est pas fini, hein, parce qu'un adjoint du ministère de la Sécurité, Sun Letun, a été limogé il y a un mois, hein, pas plus. Donc ça veut dire que la bagarre continue au sommet de l'État. Si ça vous intéresse, je vous en parlerai un peu, parce que ces jours-ci, il se passe quelque chose d'intéressant, c'est la réunion des deux assemblées chinoises, l'Assemblée nationale populaire et puis la commission consultative du peuple chinois, 3000 délégués, qui a été retardée de 2 mois et demi à cause de l'épidémie, et qui se réunit maintenant, mais qui est l'occasion tous les ans de faire le ménage, enfin, parler plus prosaïquement, de faire un certain jeu de chaises musicales, et c'est très intéressant de voir que M. Li va à tel endroit, que M. Sun va à tel autre, hein, et comment Xi Jinping continue à placer ses hommes, et ça sera intéressant, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui parce que j'en sais rien, ça va sortir d'ici 2-3 jours, et dans 2-3 jours, on saura si Xi Jinping continue à faire le ménage, s'il a toujours, c'est un très bon test de la comment dire, liberté d'action du chef, de voir comment, avec quelle facilité il peut placer ses gens. Alors 2012, Xi Jinping arrive au pouvoir, donc après ces histoires rocambolesques, comme secrétaire du parti en octobre 2012, puis comme président de la République en mars 2013, et puis se fait attribuer ensuite toutes les présidences qu'il peut accumuler de façon à récolter tous les pouvoirs. Il a effectivement décidé de changer de politique, de tourner le dos à la politique de réforme et d'ouverture de Deng Xiaoping et de s'engager vers une nouvelle politique. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre en ce titre, La Révolution Xi Jinping. Il ne s'agit pas, ça rend mes correspondants chinois mécontents d'ailleurs, parce qu'ils disent c'est une réforme Xi Jinping. Je dis, vous n'avez rien compris. À votre président, c'est une révolution. Il change tout. Alors, qu'est-ce qui change? 3 choses, 4 choses. La première chose qu'il change, c'est la sécurité. Il adopte un concept de sécurité. Je rappelle que lorsque j'étais aux affaires, nous avions recommandé au président de la République en 1993 de s'engager dans cette voie d'un concept global de sécurité. Nous nous sommes fait brutalement renvoyer dans nos buts, mais c'est quand même, bon, un régime totalitaire a plus de facilité pour mettre ça en place, mais cette conception d'un système global de sécurité qui englobe toutes les sécurités, à partir de la défense
jusqu'aux sécurités, cybersécurité, jusqu'aux sécurités, comment dire, stratégiques, économiques, frontalières, enfin, j'en passe, c'est les meilleurs. Avoir ça dans un concept unique facilite effectivement les choses. Et c'est la première chose qu'il a faite, hein, c'est de mettre dans le même paquet la défense, l'espace, le cyber, le numérique et également la dissidence au nom de la sécurité du parti, etc. Pourquoi a-t-il fait ça? Mais parce que ça, c'est un changement de pied assez considérable. Jusqu'à présent, la seule légitimité du parti, c'était la croissance économique. À partir du moment où on met en place ce concept de sécurité, cette loi sur la sécurité qu'on va étendre à Hong Kong, d'ailleurs, ça a été voté il y a 3 jours, dans quelques mois, cette loi sur la sécurité, c'est la deuxième garantie du parti. C'est que le parti, l'économie, c'est quand même, on s'aperçoit, c'est pas toujours très fiable. La sécurité, ça l'est plus. Le parti a la haute main sur la sécurité et sur la sécurité globale. Là, il risque. Deuxième élément de la révolution Xi Jinping, la directive numéro 9. C'est bizarre qu'elle apparaisse peu dans nos médias ou dans les livres en français. C'est une directive qui a fuité. Alors, quand une directive fuite, c'est qu'on a envie vraiment qu'elle soit connue. Et qui est une directive en 7 points, signée par Xi Jinping, et qui est tout simplement une déclaration de guerre à l'Occident, hein, ni plus ni moins, en disant que la démocratie, c'est le pire des régimes, qu'il est interdit de critiquer, que la société civile, ça ne sert à rien, et que la presse est vendue au capitalisme. Bon, et il y a 7 paragraphes comme ça, qui disent clairement ce qu'ils pensent hein, du système mondial dominant, et qu'il se met en opposition franche, entière et définitive avec ce système. La directive numéro 9 de 2013, elle est appliquée depuis cette époque. Hein. Donc ça fait 7 ans maintenant, et c'est la loi et les prophètes en Chine. Bon, ça, il faut le savoir. Troisième point, la lutte anticorruption, j'en ai parlé un peu par anticipation tout à l'heure, le grand remue-ménage en Chine, bon, qui ne trompe personne, puisque le régime est corrompu jusqu'à la moelle, et ce n'est pas en faisant une anticorruption où on dégage 200 000 personnes que ça change grand-chose au problème. Le système est corrompu, la Chine est corrompue depuis 3000 ans. On ne va pas changer ça, mais simplement ça permet de se débarrasser des ennemis politiques et, assez facilement, et dans des conditions d'ailleurs ahurissantes. On se souvient comment le directeur qui habitait à Lyon en France d'Interpol, hein, s'est fait rappeler en Chine et s'est vu infliger 6 ans de prison. C'était encore un des anciens adjoints de Zhao Yongqing, le fameux patron de la sécurité d'État. Donc tout cela, il faut les chercher à la cuillère, si je puis dire, et les uns derrière les autres, parce qu'ils sont ancrés profondément dans le système chinois, et pour les sortir, Jiang Zemin et Zhao Yongqing, ils ont mis ça en place pendant 10 ans. Donc ils ont eu le temps, effectivement, de corrompre, c'est le cas de le dire, le système. Le quatrième point qu'on peut dire dans la révolution Xi Jinping, c'est contrairement à Deng Xiaoping, qui avait dit avec le reste du monde, il faut y aller sur la pointe des pieds, et il faut traverser la rivière en tâtant les pierres, enfin plein d'expressions chinoises traditionnelles. Bon. À partir de 2013, Xi Jinping a pris le contre-pied exact de Deng Xiaoping en disant la Chine doit mener sa barque, retrouver sa place dans le monde, et l'agressivité internationale qui a connu son apogée, j'espère, hein, en 2020, ça ne montera pas plus haut, son paroxysme en tout cas en 2020, l'agressivité internationale, c'était un retournement de la diplomatie chinoise en 2013-2014. Hein. Les diplomates qui étaient aimables sont devenus agressifs, hein, quelquefois insolents et mal élevés. Hein, toute la Chine s'est mise à... de façon assez bizarre d'ailleurs, parce que sous couvert d'un soft power. Hein, parce qu'il y a quand même un complexe vis-à-vis des États-Unis. Ils savent très bien comment les États-Unis, après la Deuxième Guerre mondiale, ont réussi un soft power éblouissant, notamment à l'égard de tout le monde, mais surtout de l'Europe. Et les Chinois aimeraient bien faire pareil. Malheureusement, ils n'ont pas Hollywood, ils n'ont pas la liberté, ils n'ont pas un certain nombre d'ingrédients que les Américains nous proposaient et qui étaient assez fascinants. Et le cinquième élément que Xi Jinping va mettre dans la corbeille, ben, c'est tout de suite en 2013 aussi, en octobre 2013, il va à Astana, la capitale du Kazakhstan, et fait un discours sur Iday Ilu, hein,
les routes de la soie, hein, pour ne pas parler anglais, Obor en anglais, Ida Ilou en chinois, une ceinture, une route. Ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'en fait, il y a 6 routes et une ceinture, mais un projet faramineux qui vise tout simplement à participer de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la Chine retrouve toute sa place, c'est-à-dire proposer une alternative au système de communication mondiale, au système transoceanique mondial, les routes océaniques que nous connaissons et que nous avons inventées, que nous connaissons par cœur, et qui sont non pas dans la main des uns ou des autres, mais grosso modo qui sont quand même avec un certain nombre de passages obligés comme Suez, comme Panama, comme Malacca, bon, un certain nombre de passages obligés qui sont tenus par les flottes américaines, effectivement. Donc une alternative au système mondial. Deuxièmement, une excellente proposition pour essayer de rééquilibrer l'économie chinoise, dont j'ai dit tout à l'heure qu'elle était partie de la côte Pacifique, où elle est toujours, où se concentre toute la richesse, alors que l'Ouest chinois est resté, non pas pauvre, mais très démuni par rapport à l'Est. Et donc, Xi Jinping voudrait rééquilibrer l'économie chinoise en développant les provinces occidentales. Mais les provinces occidentales, elles sont pas favorisées sur le plan géographique parce qu'elles sont montagneuses ou désertiques comme le Xinjiang. Enfin, c'est quand même une des idées, c'est d'essayer de rééquilibrer le système. Et troisième objectif de ces routes de la soie, c'est d'affirmer que la Chine peut avoir dans le monde un leadership différent de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Et d'irriguer, par sa seule force économique, par son influence, d'irriguer tous les pays que la mondialisation américaine a laissé tomber. Et d'ailleurs, on sait depuis qu'il a lancé cette affaire-là que le président Xi Jinping et beaucoup de dirigeants chinois se précipitent au secours de la Grèce en déshérence, prend une base à Djibouti, va essayer de consoler les pays d'Europe orientale, les pays de la Méditerranée, le Portugal aussi, l'Italie bien sûr, et s'intéresse beaucoup aux pays qui ont été un peu délaissés par la mondialisation. Voilà, il a tout un programme qui est effectivement révolutionnaire. J'ajouterai un point qui sera le dernier, c'est que sur le reste, qui est quand même essentiel, c'est-à-dire le principe économique de 6% de croissance par an, qui correspond au passage que j'ai indiqué tout à l'heure de 20 à 25 millions de Chinois du bon côté de la barrière tous les ans, ce qui correspond, paraît-il, d'après les planificateurs, à 6% de croissance et qui devrait déboucher dans 30 ans ou dans 25 ans. 30 ans, ça fait en 2049, quoi, non, je crois, oui, c'est ça. 2049, c'est le centenaire de la République populaire, qui devrait permettre à tous les Chinois d'être passés du bon côté de la barrière, donc d'être dans une société harmonieuse et riche. Voilà ce que je pouvais vous dire de ces défis chinois. Merci beaucoup, Monsieur de Monteneuve. Merci. Comme je vous le disais, nous n'avons pas d'étudiants ce soir, mais nous avons un petit groupe qui a travaillé sur votre ouvrage, et donc ils m'ont transmis leurs questions. Alors j'en ai plusieurs à vous proposer, alors qui sont sur l'actualité toute récente. La première d'entre elles, est-ce que, à votre avis, cette crise du coronavirus ne sonne pas le début du déclin économique de la Chine ? On les prend une par une alors. Oui, ben, je vais répondre à cette question. C'est pas facile, parce que j'en sais rien. J'en sais rien. La crise du coronavirus a mis la Chine à genoux. Parce qu'au premier trimestre, elle a fait moins 6% de croissance, ce qui fera une croissance négative à la fin de l'année, probablement, ce qui donc rompt le cercle magique et vertueux économique chinois. Si vous voulez, d'après les planifications et les promesses
C'est en 2020 que la Chine devait atteindre la fameuse aisance moyenne, en chinois Xiaokang. Bon, aisance moyenne, compte tenu des inégalités sociales, il ne faut pas rêver, hein, il n'en est pas question, hein, la disparité des revenus va de 1 à 25 ou 30, donc, mais ce n'est pas très compliqué d'ailleurs, 1,4 milliard pour 15 000 milliards de PIB, c'est assez simple à calculer, hein, ça fait un peu plus de 10 000 $ par personne, là où nous sommes à 40 000. Mais malheureusement, 10 000, ce serait l'aisance moyenne si cette richesse était répartie équitablement. L'indice de Gini chinois est explosif, il est africain à peu près, hein, autour de 40. Donc, la correction de ces inégalités n'était rendue possible que par cette croissance économique. Ça permettait quand même de sauver la face et au-delà même de permettre à des millions de Chinois de... Donc cette année en 2020, non seulement la croissance s'arrête, elle sera même négative, donc c'est un coup de couteau dans le système chinois. Ça, c'est la première chose que je peux dire. La deuxième chose, c'est que cet arrêt a provoqué la crise, l'arrêt en tout cas, de 80% des entreprises chinoises, qui sont toutes des PME, hein, 80%. C'est 200 millions de chômeurs aujourd'hui. Sur 800 millions d'actifs, il y a 800 millions d'actifs en Chine. C'est 200 millions de chômeurs. Donc, pas de croissance, une régression économique, 200 millions de chômeurs, il va falloir qu'ils soient très savants. Hein. Alors, le Premier ministre Li Keqiang a fait un discours le 21 mai devant l'Assemblée, pour l'ouverture de l'Assemblée nationale populaire. Il a promis un plan de relance qui se monte à peu près à 400 milliards d'euros d'équivalent euro. Relancer comment? On a déjà tout essayé dans les plans de relance en Chine. Relancer par les exportations, ça ne marchera pas parce que le monde est à l'arrêt. Relancer par les investissements, on ne peut pas construire 200 000 km d'autoroutes, hein, ou alors construire les autoroutes au Tibet, mais ça ne sert pas à grand-chose. Relancer par la consommation, ça ne marche pas parce que les gens sont au chômage et d'autre part, les autres ont peur. Donc, j'ai eu des coups de fil de Shanghai il n'y a pas tellement longtemps, les magasins sont vides. Donc, effectivement, l'arrêt économique en 2020 est relativement évident, probablement durable. Maintenant, ils sont assez forts, hein. Donc relancer l'économie, c'est toujours possible. Ils ont besoin du monde, ils ont besoin du reste du monde, ils ne peuvent pas tourner en autarcie. Alors c'est probablement une question qui va m'être posée, c'est l'agressivité diplomatique, c'est ils ont mis le monde à dos, hein, depuis 3 mois, 4 mois, et donc le monde ne va pas leur faire de fleurs, il ne va pas leur faciliter la tâche. Alors effectivement, c'est une hypothèse qui n'est pas totalement improbable, un déclin économique. Et à ce moment-là, donc, les questions politiques se poseront tout de suite. Alors, pour continuer sur cette question de la crise sanitaire que nous vivons actuellement, est-ce que vous pensez que la Chine, toujours une question de nos étudiants et nous prendrons les questions du public ensuite, peut-on attendre de la Chine un respect des conditions sanitaires de l'OMS après l'ampleur du Covid-19 ? Est-ce que vous pensez que les autres pays membres pourraient forcer Pékin et la Chine pourrait-elle assumer les responsabilités du coronavirus si l'enquête permettait de blâmer la Chine? Ouais, sur le coronavirus, moi, j'en sais pas plus. Je ne suis pas épidémiologiste, même si j'ai fait, comme tout le monde, mes études de médecine en 2 mois. Mais ce que je sais, ce que j'ai compris en tout cas, de l'épidémie en Chine, c'est qu'ils ne nous ont pas caché grand-chose, parce qu'ils ne savaient pas grand-chose. Le système sanitaire chinois, vous savez, il est un peu catastrophique. Il y a des beaux hôpitaux dans les grandes villes, mais le système de santé, hein, pour parler comme en France, le système de santé, je suis allé dans les villages ou dans les petites villes de district, j'en ai vu quelques-unes, il n'y a pas de médecins, il y a des infirmiers, hein, et qui ont dans la trousse
d'infirmerie qui ont des médecines traditionnelles. Hein, il n'y a pas grand-chose. Donc que l'épidémie, ou du moins cette maladie inconnue, leur ait échappé pendant plusieurs mois, n'a rien, à mon avis, d'exceptionnel. Après qu'ils aient paniqué, qu'ils aient essayé de cacher, c'est une évidence. Et aujourd'hui, comment vont-ils rattraper le coup? Je pense qu'ils vont jouer le jeu. Je crois qu'ils n'ont pas grand-chose à cacher. Hein. Ils n'ont pas grand-chose à cacher. L'histoire des laboratoires, c'est quand même du complotisme stupide, hein, même. Compte tenu des difficultés chinoises, vouloir en plus aller se mettre sur le dos un truc volontairement, il faut quand même être malade pour imaginer des trucs pareils. Il va falloir les aider, je pense, à franchir ce pas plutôt que de les contrer méchamment, comme le fait le président américain. Il va falloir les aider à revenir dans la norme, à l'OMS comme partout ailleurs, et de façon à ce que, bien sûr, ils sont à l'origine de l'épidémie, mais dans l'histoire, ils ont toujours été à l'origine des épidémies parce que le bassin du Yangtze, climatiquement, géographiquement, démographiquement, est un réceptacle de virus et de bactéries. Bon, c'est comme ça depuis la peste et les Huns et compagnie. Bon, répondre à la question, il va falloir qu'ils y mettent de la bonne volonté et nous aussi. Pour le moment, je suis un peu sceptique parce que la bonne volonté n'est ni d'un côté ni de l'autre. Très bien. Alors maintenant, plusieurs questions autour de Hong Kong où la situation se tend de plus en plus d'heure en heure. Hong Kong est supposé conserver son autonomie jusqu'en 2047. La Chine ne semble pas vouloir attendre jusque-là. Pensez-vous qu'un pays tiers tel que le Royaume-Uni pourrait intervenir pour violation d'une clause du traité de 1997 ? Alors que, par ailleurs, Hong Kong représente un atout économique extrêmement important pour Pékin. Oui, je ne veux pas parler de choses que je ne connais pas très bien. Hong Kong, j'y suis jamais allé. Donc ce que je peux dire, c'est que la stratégie chinoise est pragmatique et faite d'opportunités. L'épidémie est une opportunité pour les Chinois. En chinois, crise, ça se dit weiqi, et weiqi, c'est deux caractères à coller, l'un qui veut dire danger, l'autre qui veut dire opportunité. Avec Hong Kong, on est servi. La loi de 2003 sur la sécurité, qui a été renforcée par la loi de 2013, dont j'ai parlé tout à l'heure, s'applique parfaitement à Hong Kong. Donc, ils vont l'appliquer avant 2047 et ils vont profiter, à mon avis, de l'épidémie pour mettre en place, c'est déjà fait d'ailleurs, hein, c'est en cours du moins, pour mettre en place dans les institutions de Hong Kong des hommes du pouvoir central. Enfin, je pense que l'affaire de Hong Kong est réglée. Elle est réglée. Qui bougera maintenant dans le monde? Personne. Bien sûr, nous ne bougerons pas, personne. Quant au pouvoir financier de Hong Kong, depuis 2-3 ans, les Chinois ont vidé la banque. Hein. Shenzhen et Shanghai ont largement pris le relais. Bon, les apparatchiks qui avaient mis leur fortune à l'abri à Hong Kong ont réussi à les déplacer avant qu'il ne soit trop tard ailleurs. Bon, et Hong Kong va effectivement rentrer dans le rang, sauf chose extraordinaire, mais je pense que l'affaire sera réglée dans quelques mois. Alors, une question de Marie. Jean-Loup Samon a écrit un ouvrage intitulé « La menace chinoise ». Dans cet ouvrage, il revient sur le fait que la menace représentée par la Chine serait une construction américaine au service de leurs intérêts et notamment ceux de leur industrie de défense. Où situer la réelle menace que représente la Chine aujourd'hui? Est-ce un développement économique et sécuritaire légitime ou une réelle volonté de nuire aux pays occidentaux? Mais écoutez, ce n'est pas idiot du tout comme question. Parce que quand on est en Chine et qu'on parle avec les Chinois, il n'y a pas de menace chinoise. Les Chinois n'ont aucune envie d'envahir le monde, ils ont déjà assez à faire chez eux. Mais il y a un grand problème, c'est qu'ils n'ont jamais connu le monde. Le monde leur est extérieur depuis toujours. Et donc, il n'y a que depuis 30 ans qu'ils rencontrent le monde et qu'ils ont à se frotter au monde. Alors que ce soit en Occident, effectivement, qu'on ait monté l'idée de menace chinoise,
Ça, c'est, à mon avis, une vérité. Tous les diplomates chinois vous le confirmeront. Effectivement, à force de parler du loup, on va le faire surgir. À force de construire une menace chinoise, effectivement, aujourd'hui, c'est devenu une tarte à la crème, pratiquement. Hein. La menace chinoise est partout, alors que, bon, je prends un exemple, celui que je connais le moins mal, la menace militaire chinoise, la marine chinoise. Hein, on dit toujours, les Chinois se réarment. Oui, mais enfin, il faut voir d'où ils partent. Hein. Leurs 2 malheureux porte-avions contre 12 aux Américains sont des petits, comment dire, des petits bateaux. Hein. Donc, non, l'armée de l'air a des avions russes, où elle les copie, et l'armée de terre a beaucoup de mal à devenir une armée opérationnelle, parce que c'est une armée politique, tout simplement. Et les quelques généraux chinois que j'ai eu l'honneur de rencontrer étaient tous des politiques. Hein. Ils n'avaient aucune expérience opérationnelle. Hein. C'était pas des généraux, quoi. Ils étaient incapables de commander un bataillon. Bon. Donc la menace militaire est très exagérée, même si face à Taïwan, il y a une concentration assez incroyable hein, de l'essentiel des forces modernes chinoises. Et ça, on est toujours dans l'opéra de Pékin, il faut montrer, il faut gesticuler. Et dans ce sport-là, les Chinois sont quand même les rois. Hein. Donc effectivement, l'idée que vous me soumettez est intéressante, que la menace chinoise était fabriquée de toutes pièces par des gens. Pourquoi? Mais c'est vrai, je l'ai écrit dans un livre, je l'ai appris de je ne sais pas trop qui, la guerre entre la Chine et les États-Unis, qui est là aussi une tarte à la crème, eh bien, aux États-Unis, beaucoup d'Américains se rendent compte qu'il faudrait régler l'affaire de la Chine avant qu'il soit trop tard, avant que la Chine soit arrivée à leur niveau. Là, il sera trop tard. Et les Chinois ne veulent surtout pas en entendre parler parce qu'ils disent que c'est beaucoup trop tôt. Donc, les uns voudraient accélérer, et on voit qu'ils le font. Hein, effectivement, et les autres voudraient ralentir, et ils ne le font pas forcément, parce que je pense qu'ils font beaucoup de bêtises stratégiques ces derniers temps. Alors, une autre question dans le prolongement, le consensus de Pékin visant à promouvoir le modèle chinois dans le monde est-il aujourd'hui suivi comme une vraie alternative pour certains pays au libéralisme occidental? La Chine pourrait-elle devenir un véritable leader alternatif au même titre que l'était l'URSS face au capitalisme pendant la guerre froide? Mais c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent le consensus de Pékin. Ils veulent démontrer, surtout après 2008 et le fiasco de la crise financière, ils veulent démontrer qu'il y a un système plus solide que le système capitaliste, mettons, américain. Et d'autre part, ils veulent montrer qu'ils ont réussi. Qu'ils ont réussi de façon étonnante, hein, inédite dans l'histoire même. Ils ont quand même propulsé un pays d'1,3 milliard ou 400 millions d'habitants au 2e rang mondial en l'espace de 30 ans. Enfin bon, c'est du jamais vu. Donc ils disent à tous les Africains, à tous les Sud-Américains et autres Européens orientaux ou balkaniques que regardez plutôt du côté de Pékin que de Washington. Avec nous, ça marche. C'est moins risqué, c'est moins dangereux, etc., etc. Donc effectivement, il y a un contre-modèle, et je trouve que c'est très sain d'ailleurs, que dans le monde, il y ait plusieurs modèles. J'attends le consensus de Bruxelles un jour pour qu'on montre qu'on a aussi un modèle à proposer. Mais bon, les pays choisiront. Je ne suis pas sûr, si vous voulez, qu'en 2020, il y a beaucoup de pays, notamment en Afrique, qui se disent finalement le consensus de Pékin, c'est une bonne chose. Ils vont se mettre à réfléchir. Et donc, pensez-vous que les organisations coopération internationale mises en place par la Chine en concurrence des organisations dites occidentales, comme Coopération de Shanghai, Collier de Perles, etc., ont un vrai poids international? La Chine a 2 fers au feu hein, dans les institutions internationales. Elle a une chance historique, c'est que les Américains, de façon un peu stupide, sont en train de démanteler
le système international et se retire de beaucoup d'institutions. Donc, les Chinois qui sont pragmatiques sautent sur l'occasion et partout où les Américains s'en vont, ils mettent les pieds dedans et ils ont pris la direction, on le sait, de la FAO contre une Française d'ailleurs. À l'OMS, on sait l'influence qu'ils ont. On sait qu'ils ils vont recréer certainement l'OMC avec nous. Mais bon, il y a le directeur général adjoint de l'UNESCO à Paris et mon grand ami Xu Xing, qui n'est pas le moindre idéologue du parti. Bon, donc, ils ont ce fer au feu, c'est-à-dire jouer le multilatéralisme le plus possible dans les institutions légitimes. Et deuxièmement, à côté de ça, ils montent leur système à eux, au cas où, système de remplacement, avec l'Organisation de sécurité de Shanghai, effectivement, de coopération de Shanghai, l'OCS. Bon, là, c'est une affaire qui a bientôt 20 ans maintenant, qui s'évolue un peu l'OTAN asiatique, qui n'a pas beaucoup réussi, parce qu'il y a quand même des partenaires dans ces systèmes-là, comme la Russie, l'Inde, qui se méfient encore un tout petit peu de la Chine. C'est jamais... L'OCS, c'est la banque de sécurité quand même de l'Asie centrale, surtout. Mais les BRICS, c'est un bon ersatz de conseil de sécurité. Le BRICS, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. C'était les pays émergents, une autre façon de les appeler aussi. Il y a un truc plus important, c'est la Banque pour les infrastructures. La banque qui a été montée autour des routes de la soie. Et la Banque pour les infrastructures, elle a une vraie rivalité avec la Banque mondiale quand même. Parce qu'elle a quand même une soixantaine de pays adhérents, dont plusieurs pays européens, et elle a quand même un capital et des capacités de financement qui sont absolument considérables. Donc effectivement, oui, la Chine joue le multilatéralisme, elle le joue d'ailleurs en bilatéralisme multiple, j'allais dire, c'est plus près de la vérité, mais elle sait qu'elle a besoin du monde, elle a besoin de ne pas être isolée, et c'est paradoxal et contradictoire le jeu qu'elle joue. Elle veut jouer la Chine empire du milieu, et elle veut jouer le multilatéralisme. À force de vouloir jouer des choses, vous savez, la contradiction est dans le taoïsme. Donc, mais c'est pas facile de tenir droit tous les jours en levant les deux pieds en l'air. Tout à fait. Une question de notre professeur François Lafargue. En général, ne pensez-vous pas que le China bashing n'est pas excessif? La puissance du pays est aussi liée au sacrifice, au travail des millions de Chinois depuis 1949 et à leur intelligence. Le respect de l'autorité et le goût de l'effort sont partagés par tous. Est-ce la Chine qui se développe ou nous qui déclinons? Question un peu... Oui, mais c'est une question qui m'intéresse au premier chef parce que je suis très partagé sur le sujet. Le China bashing a des raisons quand même, parce qu'ils sont très mal comportés quand même. Pas seulement cette année, dans les années précédentes aussi. Une agressivité, je vous dis, la directive numéro 9. Tant de diplomates m'ont dit, moi, cher ami, la France est un pays merveilleux, mais votre démocratie est nulle. Vous êtes d'une inefficacité proverbiale. Pas complètement tort d'ailleurs à certains égards. Mais donc, cette année, ils ont remis 3 couches quand même avec l'épidémie. Là aussi, ils ont été d'une maladresse, mais bon, ils n'ont pas le vernis des diplomates anglais ou de l'Ancien Régime, je veux dire. Bon. Je pense que le China bashing actuel, ils en sont entièrement responsables. Ils en sont entièrement responsables et ils n'ont fait qu'accroître une méfiance, une sinophobie qui était latente, qui est liée au péché originel, qui est liée au communisme, je pense, alors que c'est un pays qui n'a plus grand-chose de communiste, que c'est un peuple admirable, c'est une culture formidable, mais ils ont un régime, effectivement, avec un Xi Jinping qui est quand même pas facile à avaler, quoi. Bon. Alors, les médias se sont emparés du sujet, ça va être très difficile de les faire démordre, quand ils tiennent un os, et c'est tellement facile. Maintenant, il va falloir recoudre les morceaux,
Il va falloir, je sais que l'ambassadeur, hier même, a téléphoné pour qu'on reprenne contact, essayer de renouer des liens. Ça va être difficile, hein, parce que je ne vois pas par quel bout on peut prendre cette affaire-là. Je suis très ennuyé pour ça. Vous dites que la menace chinoise est une construction occidentale surévaluée. Le risque lié à Taïwan est-il également surévalué? Une déclaration d'indépendance de Taïwan ne serait-elle pas l'étincelle qui mettrait le feu aux poudres dans la région? Oui, bien sûr, mais c'est hors de question. Madame Tsai n'est pas folle. Elle vient d'être réélue. Bon, Taïwan économiquement est complètement lié à la Chine continentale. Hein. Bon, donc leur réussite économique est formidable. Leur réussite tout court est formidable, mais ils dépendent de la Chine continentale à 80-90%. Hein, donc il faut être raisonnable. Ça m'étonnerait beaucoup que Madame Tsai, mais bon, les Chinois ont besoin de Taïwan. Ça les excite, ça permet à usage interne de flatter le nationalisme, de faire monter la température. Bon, Taïwan est nécessaire. Je pense qu'avant de se lancer dans une aventure militaire aussi compliquée que de prendre d'assaut une île comme Taïwan, qui est bien défendue, avec des troupes qui ne sont pas aguerries hein, et qui n'y connaissent pas grand-chose. Bon, donc voilà, ça ne me paraît pas sérieux, mais cela dit, ça fait du bien à tout le monde d'agiter la menace, tout le monde joue à se faire peur, et on focalise surtout. Tant que c'est focalisé sur Taïwan, à mon avis, pour le moment, ça ne présente pas grand danger. Ça permet de faire des articles dans les journaux, des discours à la télévision. C'est bien. Mais moi, je ne suis pas inquiet pour Taïwan. D'accord. Pour revenir sur la route de la soie, quelqu'un demande quid de la route de la soie sous-marine des data, des données? Écoutez, c'est une bonne colle. C'est une bonne colle parce que j'en sais rien. C'est vrai que je ne sais pas quelle est la part de la Chine dans le tirage des câbles sous-marins. Je ne sais pas où ils en sont. Ce que je sais, c'est qu'ils essayent de passer par la route du Nord. Hein, mais la route du Nord est contrôlée par les Russes. Je ne suis pas sûr que les Russes aient tellement envie que les Chinois colonisent la route du Nord par l'Arctique. Ce serait effectivement, mais ça n'a plus rien à voir avec les routes de la soie, parce que, sauf peut-être dans 50 ans, hein, quand la banquise sera entièrement libérée, mais à ce moment-là, je pense qu'on aurait eu des problèmes climatiques autrement plus sérieux qui auront changé la donne géopolitique. Donc, au jour d'aujourd'hui, les routes de la soie, ben d'abord, je profite de cette question pour dire que ça ne se passe pas si bien que ça. Ça ne se passe pas si bien que ça, parce que les routes, par définition, elles sortent du territoire chinois. J'ai déjà dit tout à l'heure que la partie du territoire chinois dont elles sortaient, où je suis allé faire un tour il y a 18 mois, hein, le Xinjiang, c'est pas rien, hein, 2000 km de désert, hein, c'est le Sahara. Hein, donc, c'est pas rien, et ça débouche sur des pays qui sont tout à fait sympathiques, mais compliqués, qui s'appellent l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, l'Afghanistan, enfin tous les stans, il y en a 7 comme ça, hein, et qui débouchent tous sur l'Iran en plus, hein, c'est intéressant. Hein. Donc c'est là les routes de la soie, hein, c'est l'Asie centrale. Pourquoi d'ailleurs les Russes qui étaient en Asie centrale, quand c'était l'URSS, sont-ils passés en Syrie, en Libye, au Maroc, en Méditerranée, et ont délaissé les mers du Sud, hein, qui leur sont historiquement si chères, pour les laisser aux Chinois? Les Chinois, ils vont être bien embêtés dans ce coin-là. Donc les routes de la soie ont un gros problème là, par là. Alors bien sûr, par le sud, par l'Asie du Sud-Est, les percées vers la Malaisie, le Cambodge est une colonie chinoise. Il y a effectivement beaucoup de façons de détourner, de contourner Malacca, Singapour, pour déboucher sur l'océan Indien par la Birmanie ou le Bangladesh. C'est possible, oui. Mais c'est pas gagné. C'est pas gagné, c'est très compliqué. Très bien. Tout à l'heure, on a parlé de la crise du Covid et il y a une question qui revient. Que penser de la fuite accidentelle du laboratoire P4 à Wuhan et quelle responsabilité de la France dans ce cas? Moi, je ne donne aucune importance à cette hypothèse parce qu'elle est si peu probable. Et si en plus, enfin, je sais que l'ambassadeur de Chine à Paris s'inquiète beaucoup de cette question.
mais c'est quand même assez stupide. Quel est le pays qui voudrait cultiver dans un laboratoire des virus, les sortir à l'extérieur pour contaminer son propre peuple, mettre son économie à genoux, compromettre tous ses projets politiques et se mettre probablement, vous avez dit tout à l'heure, peut-être en déclin économique pour 10, 15, 20 ans, et se mettre donc à la merci de ses adversaires mondiaux? Pas très sérieux, à mon avis, comme hypothèse. Ça ressemble un petit peu aux Chinois, en plus. Ça ressemble un petit peu aux Chinois. Oui. Et tout à l'heure, vous avez un petit peu parlé de la situation en Afrique et de l'accueil qui pourrait être différent vis-à-vis de la Chine. Que pensez-vous de la Chine-Afrique au temps du Covid? Bah, écoutez, il y a une anecdote qui est connue, qui a été dans les médias et qui a fait couler beaucoup d'encre, parce que beaucoup d'ambassadeurs d'Afrique à Pékin se sont plaints, et beaucoup de gouvernements africains se sont plaints à Pékin. Vous savez que la communauté africaine réside en Chine à Canton, à Guangzhou. Ce n'est pas un grand quartier, le quartier africain à Canton, c'est un pâté de maisons, un pâté d'immeubles où il y a 20 000 ou 30 000 Africains, pas plus. Et c'est là que tous les commerçants, tous les marchands de watch, le tissu pour faire les pagnes et autres babioles dont raffolent les Africains ou dont ont besoin les Africains, c'est sur ce marché-là que les Africains se trouvent. Or, il se trouve qu'au mois de février, alors que l'épidémie sévissait en Chine, il y a eu un cas de Covid parmi les Africains. Et donc, tous les Africains ont été considérés par les Chinois de Canton comme des pestiférés et ils ont été expulsés de leurs logements de Canton, de leurs hôtels, de leurs appartements de location et autres. Ils se sont retrouvés dans la rue. Des gens comme vous et moi, donc ça leur a pas fait un plaisir fou, même si à Canton il ne fait pas très froid la nuit. Et donc ça a été quand même, mais ça c'est le racisme latent des Chinois à l'égard des Africains, à l'égard de tout le monde d'ailleurs, ce racisme latent qui est ressorti, et donc qui a quand même pas fait un plaisir fou aux pays africains, mais il y avait déjà beaucoup de trous dans la raquette, si je puis dire, dans les années précédentes avec l'Afrique, parce que les Chinois se comportent mal en Afrique, même s'ils ont essayé de corriger. Leurs instituts Confucius, qui sont au nombre d'une centaine en Afrique, sont des instituts de propagande. Et je crois que les Africains ont vraiment marre de la propagande. Et c'est vrai que les Chinois exploitent beaucoup les matières premières africaines, exploitent le marché africain, même si ici et là, comme à Addis Abeba ou à Djibouti, il y a des réussites tout à fait remarquables. Il ne faut pas dire non plus le contraire. Mais c'est vrai que les Africains sont susceptibles, on les connaît bien, donc ils sont susceptibles, à juste titre souvent, et que les Chinois, écoutez, se comportent mal. Bon, voilà, donc ça c'est une réalité. Et le Covid aura produit ce que toutes les années de soft power chinois ont essayé en vain de réaliser, c'est de mettre le monde à dos de la Chine. La Chine s'est mis le monde à dos, tout simplement. Je ne comprends pas, en 3 mois, comment ils ont réussi cet exploit. Il faut quand même le faire. Donc là, ils sont champions du monde. Ça doit vous désoler quelque part. Pardon? Ça doit vous désoler quelque part. Ça me désole parce qu'ils ont tous les moyens de faire du soft power. Oui. Ils ont une culture intéressante, voire éblouissante. Ils ont beaucoup de qualités, mais le parti prend le dessus, la propagande prend le dessus, et voilà, c'est malheureusement la situation qu'on peut déplorer aujourd'hui. Alors, une autre question de notre professeur David Beauclerc. Merci de cette efficace synthèse et de vos analyses. Si je vous ai bien compris, vous résumez les mots chinois à 7 menaces majeures. Pourriez-vous revenir sur 2 d'entre elles? Le nihilisme historique et la critique du socialisme à caractéristiques chinoises. Sur un autre point plus précis, pouvez-vous revenir sur l'organisation de coopération de Shanghai? Estimez-vous que l'on y trouvera les prémices d'une union économique asiatique, voire eurasiatique, ou encore une coalition militaire ayant des chances d'offrir une alternative aux forces américaines, ou est-ce, à votre avis,
une coquille presque vide? Bon, je complète ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'OCS, je suis passé un peu rapidement, c'est vrai, c'est pas une coquille vide, parce que tous les frontaliers, ils sont nombreux, hein, les 13 pays frontaliers de la Chine sont dans l'OCS. Donc, comme la sécurité, comment dire, l'obsession de la Chine, eh bien, l'OCS est nécessaire à la Chine. Donc, ils veillent sur l'OCS comme le lait sur le feu, et ils y injectent de l'argent. Ils essayent de tisser un réseau de contrôle, de confiance en Asie, et je pense que l'OCS a pour eux une très grande importance. Maintenant, je vais revenir à la première question, mais je l'ai mal entendue, alors je préférerais que vous me la répétiez, s'il vous plaît. Vous résumez les mots chinois à 7 menaces majeures. Oui. Pourriez-vous revenir sur 2 d'entre elles, le nihilisme historique et la critique du socialisme à caractéristiques chinoises? Bon, je ne suis pas très compétent pour répondre à ces questions, que dire, philosophico-politiques. Moi, je fais de la stratégie, donc j'essaye de regarder ce que disent les gens, ce qu'ils font et comment ça se passe. Je vais pas éviter la question, mais je vais tourner autour. Le problème de la Chine actuelle, c'est de ne pas avoir de philosophie politique. On se souvient qu'en 1911, à la chute de l'Empire, la révolution chinoise, et lors du mouvement du 4 mai en 1919, les étudiants chinois criaient à Tiananmen qu'il fallait abattre les 4 vieilles. Et dans les 4 vieilleries, il y avait Confucius. Or, qu'est-ce qu'on a vu en 2008 aux Jeux Olympiques avec Xi Jinping? Le prologue des Jeux Olympiques, la séance d'ouverture, c'était Confucius. Parce que les Chinois d'aujourd'hui, qui ne croient en rien et en personne, rameutent tout ce qu'ils trouvent, tout ce qu'ils ont sous la main, du premier empereur, en passant par Sun Tzu, bien sûr, Confucius, Kongzi, Lao Tzu, le taoïsme, les légistes, dont Xi Jinping est un bon disciple, et puis bien sûr Marx. Alors on se demande ce qu'il vient faire là, ce juif allemand en Chine, hein, c'est assez surprenant. Mais bon, Xi Jinping a un doctorat de marxisme, hein, passé à l'université de Beida. Bon, donc on rajoute Mao là-dedans pour faire bonne mesure, parce qu'il a fait quelques bouquins, et puis tout dernièrement, la pensée Xi Jinping. Il y a un divorce quand même assez considérable entre la pensée occidentale et la pensée chinoise. La philosophie politique chinoise est quasiment inexistante, et ils le savent bien. Et donc ils se raccrochent à des contradictions en mêlant des influences occidentales avec la tradition chinoise. Donc le nihilisme historique chez eux pense que c'est un pragmatisme, et je viendrai plutôt au socialisme, aux caractéristiques chinoises. Eh ben, il n'y a rien de socialiste chez eux, il n'y a que des caractéristiques chinoises. Et les caractéristiques chinoises, c'est ce mélange. C'est ce mélange auquel nous ne comprenons rien parce que nous sommes rationnels et occidentaux, et dont ils se satisfont parce que mêler Jésus, j'ai vu à l'entrée à Changsha, la capitale du Hunan, j'ai vu à l'entrée d'une grande résidence 3 statues. Il y avait Mao, bien sûr, il y avait Jésus-Christ et Confucius, toutes les 3 l'une à côté des autres. Ça résume bien la Chine. Hein. On met, voilà, et j'avais demandé au promoteur de cet ensemble qui me recevait ce jour-là, j'ai dit, mais vos 3 statues, elles sont quand même un peu hétéroclites. Il m'a dit, non, c'est sympa, je les aime bien tous les 3. Hein. Et j'ai trouvé que cette réponse était très chinoise, c'est vrai, bon. Ils ont rien d'idéologue, ce sont des pragmatiques, et ils aiment bien chez Confucius des trucs, chez Jésus d'autres, chez Marc d'autres, et ils se servent, hein, c'est open bar. Ma réponse n'est pas très satisfaisante pour le professeur, mais c'est ma réponse.
Si on pourra vous mettre en relation si la question peut déboucher sur une discussion plus intense. On a beaucoup de remerciements en ligne et on a une question d'Elisabeth Vélan qui nous dit « À Londres, il y a un grand débat sur l'implication de Huawei pour implémenter la 5G. Que pensez-vous de ce débat ?» Oui. C'est un débat intéressant, mais nous sommes entièrement coupables. Hein. Nous avons laissé Huawei monter gentiment. Vous savez, les entreprises chinoises, c'est pas la seule, hein, Huawei, il y en a d'autres. ZTE, mais bon, dans des tas de secteurs. On les a, comment dire, mis sur les fonds baptismaux. J'en ai parlé tout à l'heure avec les entreprises et les technologies américaines ou japonaises. On les a mis sur les fonds baptismaux et on leur a offert leur marché intérieur. Huawei, il a vendu 900 millions de smartphones. Hein. Bah, avec ça, il a fait quelques bénéfices, donc quelques investissements. Il a envoyé tous ses étudiants en Californie, dans la Silicon Valley, etc. Tous les étudiants qui ont un peu de talent vont aux États-Unis ou en Europe. Hein. Et ils reviennent, quand ils reviennent, hein, la moitié d'entre eux, mettons, et quand ils reviennent, ils sont payés à prix d'or hein, dans les laboratoires ou dans les grandes boîtes chinoises. Donc on a laissé Huawei monter gentiment jusqu'à devenir, je ne dis pas un monstre, mais une entreprise comme nous n'en avons plus dans le monde. Ni Cisco, ni Nokia, ni Ericsson ne sont de taille et surtout de prix équivalent à ce Huawei. Et donc Huawei se trouve tout seul sur la 5G. Bon, on se prive de la 5G ou on la fait? Moi, c'est un débat qui me dépasse. Hein. Je pense qu'on peut retarder. C'est ce que M. Bouygues propose en France, c'est qu'on retarde de quelques mois, temps de réfléchir, ou de voir si nos entreprises, avec des subventions de Bruxelles ou nos gouvernements, nos entreprises européennes sont capables de rattraper Huawei dans 1 an, 2 ans. Il n'y a pas le feu encore, hein, mais laisser Huawei tout seul, sachant que quand même ces entreprises sont dans la main de l'État, hein, même s'il s'en défend, même si le fondateur n'est plus dans l'armée populaire. À son âge, il risque plus d'y être d'ailleurs. Hein, donc c'est une demi-plaisanterie. Mais toutes ces entreprises sont cornaquées par l'État chinois, c'est complètement évident. Il y a une autre d'ailleurs qui me vient à l'esprit pendant que je parle de Huawei, c'est Comac. La crise met Boeing et Airbus à genoux pour longtemps. Comac était dans de grandes difficultés pour monter le 919, la 320 chinois en fait. Là, Comac a 3 ans devant lui de répit pour certifier son avion et là, ça va changer peut-être la donne aéronautique. Là, il y a quelques niches comme ça qu'il faut regarder parce qu'on a laissé, enfin on a laissé. C'est normal qu'un très grand pays qui est au niveau de la 2e puissance mondiale, mettons au niveau de l'excellence mondiale, et des très grandes entreprises, avec un marché aussi gigantesque, c'est tout à fait normal, et nous n'avons pas à nous en affliger. Simplement, il ne faut pas se laisser, il ne faut pas être avec la Chine, ce que disait Hubert Védrine à une conférence en Chine, à Pékin, où j'étais avec lui, il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf. Il faut parler d'égal à égal, il ne faut pas être naïf, il faut être prudent, il faut avoir les yeux ouverts. Une nouvelle question sur Xi Jinping. Le fait qu'il ait été nommé président à vie le rend-il inamovible? La nature de son pouvoir a-t-elle changé de nature et non seulement de degré? Moi, je ne devrais peut-être pas le dire, mais je pense que le pouvoir de Xi Jinping est fragile. Il est fragile parce qu'il est arrivé quand même dans des circonstances, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'est fait passer pendant 4 ou 5 ans pour un béni oui-oui, hein, pour un homme de compromis, pour un homme conciliant, qu'il sait être sans aucun doute. Hein. Et puis il s'est avéré quand même qu'il était très retors, très méchant, et il a quand même fait beaucoup de dégâts à l'intérieur du parti. Je ne parle pas, mais à l'intérieur du parti, il a quand même coupé beaucoup de têtes. Et c'est pas fini. Parce que les 2 clans qui étaient en place, le clan Jiang Zemin, le président des années 1992-2002, et puis son successeur Hu Jintao, le président des années 2002-2012, ces 2 présidents ont normalement fabriqué des chapelles, hein, avec des fidèles qu'ils ont installés à des postes.
Bon, la chapelle Jiangzemin, les Shanghaïens, bon, c'est le clan dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, de Zhao Yongkong, qui est le clan de la sécurité. Bon. Hu Jintao, c'était les réformistes, c'était de la Ligue de la jeunesse, c'est une autre partie du comité central. Donc, il y a ces deux clans qui sont pas encore, qui ont encore des représentants. Et le meilleur représentant des réformistes, c'est le Premier ministre, quand même, Li Keqiang. Li Keqiang, qui est un otage actuellement du Politburo, mais qui est quand même dans le camp des réformistes, a priori. Hein. Donc, je ne suis pas sûr, alors je ne sais pas faire les comptes parce que je ne suis pas pékinologue, mais je pense que dans les 23 membres du bureau politique, il y en a bien peut-être quand même 8 ou 10 qui ne sont pas encore dans le clan Xi Jinping. Alors, il va y avoir des mouvements, hein, je l'ai annoncé tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à 65, 66 ans. Alors, lui, Xi Jinping s'est affranchi de ses limites d'âge, première fois depuis Deng Xiaoping. Et Deng Xiaoping, au passage, avait institué la limite d'âge pour pouvoir écarter les conservateurs maoïstes, qui avaient dépassé tous 70 ans. Il a mis une limite d'âge, comme ça les types sont tombés à la trappe, c'était bien ça. Bon, là on va voir ce qu'il fait avec tous ces sexagénaires qui arrivent en bout de piste, il les prolonge, et surtout qui il va nommer à la place. Et je pense que y a deux choses en Chine qui m'inquiètent. Les 150 millions de chômeurs à la base, qui ont comme allocation, pour ceux qui en ont, 300 RMB yuan par mois, ça fait 40 €. Hein. Pas facile de vivre, même en Chine avec 40 €. Donc 150 millions de chômeurs, ça c'est la base, et qui n'a pas d'espoir que cette année ou l'année prochaine, il passe du bon côté de la barrière. Donc là, il y a quand même, socialement, il y a un vrai problème. Et puis, ce qu'on ignore, parce que c'est secret, enfin moi je l'ignore, c'est ce qui se passe à Zhongnanhai, au sein des 23. Là, il y a sans doute du grabuge parce qu'il y a beaucoup de dirigeants chinois qui ne sont pas contents de, comment dire, du China bashing, de la vision que les Occidentaux en particulier, même les Africains, ont de la Chine. Ceux-là sont fort mécontents. Donc, il se passe certainement des choses. Cela dit, s'il y a quelqu'un qui est au courant de ce qui se passe, c'est le président américain. Depuis 4 mois, paraît-il, je mets ça entre guillemets, il y a eu beaucoup de transfuges du parti qui sont partis aux États-Unis avec des dossiers. C'est fréquent, hein, c'est pas une grande nouveauté, mais cette année, il paraîtrait qu'il y en aurait eu un peu plus que d'habitude. Bon. Qu'est-ce qu'ils embarquent comme dossier? Qu'est-ce que le président Trump sait? Je pense que le président Trump sait beaucoup de choses que nous ne savons pas. Et c'est pour ça, sans doute, qu'il agit si brutalement. Je pense que Xi Jinping n'est pas dans un corner, il ne faut pas exagérer, mais il peut être en difficulté. Il peut être en difficulté. Alors, on peut prendre encore une question ou deux? Vous êtes, ça va? Il est 7h15, hein, on va bientôt terminer. Il y a une question de notre professeur Laurent Lacroix. Le commerce des NAC, nouveaux animaux de compagnie, est une des causes de la propagation des virus. Et depuis l'Asie, si l'on met un terme à ce commerce marchand, quel serait l'impact en pourcentage sur l'ensemble du commerce chinois, à votre avis? Non, mais il n'est pas question de remettre en cause la mondialisation. Personne n'y pense. Les chaînes de valeur sont établies, on va peut-être les diversifier un peu, on va peut-être relocaliser quelques petites choses, mais qu'il faudra qu'on paye. Hein. Parce que pour relocaliser, il faut avoir des compétences, il faut avoir de l'argent, hein, il faut accepter les coûts et avoir les compétences. Donc, à mon avis, les chaînes de valeur sont profondément installées. On peut les diversifier un peu, mais je pense que la mondialisation a de beaux jours devant elle. Bien sûr, la pandémie est un effet de la mondialisation. Est-ce qu'on aurait pu prendre des précautions plus grandes? Sans doute pas, parce que si l'origine avérée, c'est les Jeux mondiaux militaires du 15 octobre, ce qui est probable,
hein, eh bien, personne n'a rien vu. Hein. Ni les athlètes militaires, il y en a 3 ou 4 qui ont été malades, les autres étaient asymptomatiques. Et puis, l'épidémie a progressé à bas bruit pendant 2, 3, 4 mois, mais il y a eu probablement des gens qui étaient infectés en France dès le mois de décembre. Bon, donc, aller contrôler les avions, bon, on peut faire tout ce qu'on veut, mais enfin, il faut que le monde reprenne une vie normale. C'est de la folie d'arrêter le monde comme on l'a fait. Le confinement à la chinoise n'était pas stupide parce qu'ils ont confiné une province, c'est-à-dire un 20e de la Chine. Hein. C'est comme si nous, on avait confiné l'Île-de-France, hein, ou les départements d'Alsace. Bon. Ils ont confiné une province, ils ont surveillé quand même 2 ou 3 endroits, comme Pékin, bien sûr, la capitale, et Shanghai, où il y a effectivement un trafic international extrêmement important, et national, très important. Et puis bon, une fois que le Hubei a été enfermé, bon, bah, il y avait 56 millions, c'est-à-dire la population italienne qui a été enfermée. Et on saura le bilan que lorsqu'on aura fait les relevés annuels l'année prochaine. Mais bon, c'était quand même la bonne méthode, même si elle a été un peu autoritaire, mais la nôtre n'a pas été très gentille non plus, hein, faut quand même pas exagérer. On n'a pas été très malin non plus. Hein. Non, je ne vois pas qu'on puisse quand même, comme tous ces gens qui proclament que le monde de demain sera formidablement différent du monde d'hier, le monde d'aujourd'hui est ce qu'il est, le monde de demain sera le lendemain de celui d'aujourd'hui. Je crois qu'il faut être assez réaliste. Il n'y aura pas, surtout en termes de commerce extérieur, voilà, nous avons établi, ce sont nos entreprises qui ont établi les chaînes de valeur telles qu'elles sont. Hein. Sanofi produit ses médicaments en Inde et en Chine. C'est Sanofi qui les produit. Hein. Il achète les matières premières aux uns ou aux autres. Et on va révolutionner tout ça du jour au lendemain. Économiquement, c'est pas possible. Je pense que vous y avez un petit peu répondu, mais il y a Monsieur Martin qui demande comment relancer l'économie chinoise. L'aventure consisterait à vouloir une bonne guerre, rien de tel, dit-on. Non, mais ce cher professeur n'ignore pas que le monde est sous dissuasion nucléaire. Bon. Donc la guerre militaire est non seulement improbable, mais impossible. Donc cette affaire, il faut la traiter autrement. Alors, la guerre, on peut la mener d'autres façons. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Donc, la guerre numérique, la cyberguerre, ça existe. Je crois qu'il y a des Américains qui s'envolent dans l'espace demain, hein, moi qui vont essayer. Donc, voilà, il y a plein de façons de s'opposer, de se confronter, de s'affronter dans le monde. Mais je pense que la guerre militaire, sauf ponctuellement, comme ce qu'on voit, hélas, en Syrie, en Libye, sur des théâtres extrêmement restreints, mais mettant en œuvre les grandes puissances du taille de la Chine et des États-Unis, c'est moi ce que j'appelle une ânerie, c'est l'ânerie de Thucydide. Hein. Parce que comparer la Chine et les États-Unis à Sparte et Athènes, il faut quand même mal connaître son histoire. Hein. Et je suis désolé qu'un professeur d'université américain balance un truc pareil. Bien sûr, ça fait du chiffre, hein, ça fait du tirage, mais c'est pas très sérieux quand même. Hein, c'est pas très sérieux. J'invite les gens à relire La guerre du Péloponnèse, qui est très intéressante d'ailleurs, mais ça n'a rien à voir avec la lutte pour la suprématie. Elle se fait toujours dans le même camp, hein, que je sache. Et historiquement, ça a été prouvé, c'est fondé. Là, il s'agit de 2 puissances qui n'ont rien en commun, sauf de créer des interdépendances commerciales, technologiques et autres, mais qui culturellement et philosophiquement n'aspirent pas à la même chose. N'ont pas la même conception du monde, pas la même conception de l'homme. Bon. Donc, c'est leur conflit, voire leur guerre, serait aberrante, parce qu'elle ne déboucherait sur rien. Quand on fait la guerre, c'est avec un but, avec un objectif. Là, il n'y a aucun objectif. Donc, je pense que c'est pas très sérieux. Très bien, merci. Je vais vous proposer de conclure sur 2 dernières questions. La première, le communisme chinois est-il internationaliste ou est-il devenu nationaliste?
Et puis, pour vous, qu'est-ce qu'il y a de séduisant dans le modèle chinois aujourd'hui? Bon, j'ai un peu répondu tout à l'heure au communisme chinois. Donc, les communistes sont en France, pas en Chine. Et les maoïstes, d'ailleurs, il y en a toujours en France, paraît-il. Non, les communistes, ils sont collectivistes. C'est différent, ça. Et nous avons, dans notre tête, nous interprétons collectivistes comme communistes. Ça n'a rien à voir. Nous sommes un peuple individualiste. Et les Chinois, qui sont aussi individualistes que nous, sont, à cause de la démographie, obligés d'être collectivistes. Ils le sont depuis toujours. Les communistes, rien. Socialistes, encore moins. Quand on voit quels sont les minimaux sociaux en Chine, comment sont traités les Mingong, ah ben, si c'est ça une république socialiste, vive le capitalisme alors. Hein. Bon. Donc, non, le communisme chinois, à mon avis, c'est un parti qui s'appelle comme ça, il s'appelle Parti communiste. Ils veulent être les héritiers de Lénine. Oui, mais ils sont les héritiers de Lénine. Lénine a installé l'organisation. Ça, ils connaissent. L'organisation, c'était le grand mot de Lénine, et c'est vrai que le parti a récupéré l'organisation léniniste. En fait, c'est une faction de 86 millions de membres, en fait, il y en a quelques milliers, qui a mis la main depuis Mao, depuis les années 1920, qui a mis la main sur un pays, qui est tellement nombreux, tellement dispersé, que l'effet de levier joue. Et à 2000 ou 3000, ils arrivent à tenir un pays, ce qui est assez extraordinaire. Ce qui est séduisant dans le modèle chinois, rien. Non. Ce qui est séduisant, c'est la Chine. C'est la Chine, c'est les Chinois, c'est la culture chinoise, c'est la joie de vivre des Chinois, c'est la magnificence des paysages, c'est la drôlerie des gens sur place. C'est un art de vivre à la chinoise, bon, qui, à cause du régime, au bout de 3 semaines, 1 mois, est assez pesant et on n'a qu'une envie, c'est de rentrer en France, ou enfin ailleurs. Mais non, le régime n'a rien de séduisant et c'est dommage parce que le pays est fascinant, plus que séduisant. Général, on va vous remercier d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup de nous avoir consacré du temps. Je rappelle que votre livre, Les défis chinois, et votre livre est paru, voilà, il est à l'écran, Les défis chinois, la révolution Xi Jinping, publié en 2019 aux éditions du Rocher, et donc qui a été sélectionné dans le cadre de notre prix de l'essai géopolitique. Merci d'avoir été avec nous ce soir et on espère vous revoir bientôt à l'Îlerie. Merci. À très bientôt et merci. Au revoir.